Bonjour, bienvenue sur cette troisième séance du Forum des médias jeunes 2020. Salut Florent. Salut Aurélien. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est plutôt sur propagation des fake news, contamination et diffusion. Ok. Alors, vous voyez un peu l'analogie avec les virus et tout ça, c'est un peu d'actualité. Aujourd'hui, on sait que les fake news, en quelques heures, même plus rapidement pour certaines, peuvent contaminer, être diffusées auprès de plusieurs millions de personnes. Ouais, clairement. Et on va essayer de réfléchir comment les réseaux sociaux, leurs algorithmes peuvent aider dans tout ça. Ok. Donc bonjour à tous. Alors pour ce premier atelier, on va jouer au téléphone social. C'est un peu comme le téléphone arabe, sauf que ça va être sur les médias et adapté au Discord. Donc le but va être de se partager une information de plein de façons différentes, semblables à ceux qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et comme avec le téléphone arabe, on fera une restitution de l'information à la fin et on la comparera à celle du début. Alors, dans un premier temps, je vais envoyer un article à l'un d'entre vous en privé. Il aura moins d'1 minute pour prendre connaissance des principales informations, puis je supprimerai l'article. Ensuite, la personne devra envoyer un message privé à quelqu'un d'autre, donc un récapitulatif de l'article en tweet, c'est-à-dire en 2-3 phrases de 140 caractères maximum. Puis cette personne transmettra l'information à quelqu'un d'autre par GIF, avec au maximum 4 mots de légende en plus. Puis cette autre personne transmettra l'information en vocal dans l'isoloir, donc un salon privé. Donc il y aura 1 minute maximum, puis on les redéplacera dans le chat général. Après cela, on recommencera cette manipulation de cheminement de l'information autant de fois que vous êtes pour que tout le monde puisse participer. Donc, c'est-à-dire de nouveau en tweet, puis ensuite en gift avec 4 mots maximum, puis ensuite en vocal dans l'isoloir, etc. Alors, c'est seulement une fois que tout le monde aura transmis au moins une fois l'information qu'on fera une restitution de l'information finale en vocal. Alors, histoire de comparer avec celle de l'article original. On refera également le cheminement de l'information pour analyser ces différentes transformations, comme pour un téléphone arabe. Le but de ce deuxième atelier va être d'analyser la façon dont les informations peuvent se partager avec plus ou moins de facilité. Vous allez avoir 10 minutes pour aller contaminer les autres groupes. Pour ce faire, vous allez communiquer une information sur l'autorisation d'un vaccin contre le Covid-19, mais par différents moyens, quasiment les mêmes que lors du précédent atelier. Avec le lien de l'article, par un tweet, par un message vocal et par une photo légendée. Vous allez devoir les envoyer à un maximum de camarades possible. Je vais dispatcher à chacun son moyen de diffusion de l'information. Bien sûr, les autres groupes vont vous contaminer aussi. Après ces 10 minutes, on débriefera sur le salon général sur ce gros bordel. Quels sont les outils qui facilitent la diffusion ? Est-ce qu'un tweet, pourtant court, sera plus rapide que le vocal ? Quel moyen de diffusion est la plus crédible et lequel a le plus d'impact ? J'enseigne les humanités numériques, mais je suis chercheur aussi sur des questions qui concernent les usages du web, les relations entre humains et plateformes, et en particulier les plateformes d'apprentissage. Et on travaille sur des outils qui sont apprenants, c'est-à-dire des outils qui s'appuient sur des techniques autour de l'intelligence artificielle, mais on pourra y revenir, et qui permettent aux plateformes d'apprendre l'individu et pas demander à l'individu d'être apprenant. On travaille sur les questions du compagnonnage, finalement, numérique. Et donc là, on m'a demandé de faire une petite intervention sur les questions des algorithmes des réseaux sociaux. Le sujet est vaste. Et on peut pas entrer comme ça sur l'idée des algorithmes, des réseaux sociaux et de comment ils fonctionnent, etc. Donc c'est un sujet extrêmement vaste parce que il faut pas oublier que réseaux sociaux inclut le mot social, et il y a d'un côté des plateformes qui sont pas neutres. Et on verra comment, on essaiera de voir un petit peu sans pour autant avoir toutes les informations, mais on verra que ces plateformes ne sont pas neutres parce que justement, elles ont été programmées avec une intention. Et puis de l'autre côté, il y a des humains. Donc, et il est aussi important de prendre en compte le fait que ce sont des humains et que quand on focalise sur les questions des réseaux sociaux et on diabolise les réseaux sociaux, si les humains avaient des attitudes irréprochables, c'est-à-dire avec le regard critique de ce qu'ils partagent, une capacité à
à soigner une ligne éditoriale qui respecte un certain nombre de règles, on ne se poserait pas ces questions-là. Les plateformes ne peuvent pas tout faire et c'est les humains avant tout qui font des choses. Et donc, dans les petites choses que je voulais en préambule donner aussi, c'est qu'il n'y a pas une vérité intrinsèque une force intrinsèque à la vérité. C'est-à-dire qu'on a toujours plus facile et ce qui est demi-savoir triomphe toujours plus facilement que le savoir complet. Ça, c'est notre ami Nietzsche qui a rappelé ça. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile d'accorder à une partie d'information une force plutôt que à l'information dans son ensemble qui, elle, demande une énergie, demande un investissement et demande du travail de l'individu pour y voir la réalité et la complexité des choses. Donc, il est toujours plus facile de partager quelque chose qui est de l'ordre du demi-savoir qui vient servir mes convictions plutôt que de se donner le temps de voir la réalité de ce qui est disponible et faire le tri, critiquer et prendre le temps nécessaire, donc de l'énergie pour regarder tout ça. Donc ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, il y a des biais. Je ne vais pas insister là-dessus, mais il y a quand même des biais qui viennent servir et sur lesquels s'appuient les outils. Et puis on y verra tout à l'heure, je vous donnerai quelques éléments là-dessus sur la façon dont ça fonctionne. Mais il y a la tendance naturelle qu'on a d'accorder du crédit à ce qui nous plaît. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que nos désirs sont souvent prennent le dessus sur les faits et les arguments. Donc il suffit de se regarder publier des choses que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, le côté affectif, le côté qui est de l'ordre qui vient toucher ce qui sert, ce qui est nos besoins, nos désirs, ce qui nous plaît, etc., va être un moteur fort de la publication d'un certain nombre de contenus. Donc ça, c'est une première chose qu'il ne faut pas oublier. La deuxième chose, c'est si vous avez écouté les conférences et lu ce qu'écrit Étienne Klein, on parle d'ipsédixitisme, c'est-à-dire que puisque ça a été écrit, puisque c'est disponible, c'est forcément vrai. Donc il y a l'effet gourou. C'est-à-dire que vous avez certainement vu aussi dans les mécanismes qui se déclenchent, c'est cette idée que parce que quelqu'un dont on a accordé une forme d'autorité, ça devient une vérité. Et donc on ne prend pas la peine de critiquer ou d'avoir un regard détaché par rapport à ça. La troisième chose, c'est que on a une tendance à accorder une importance importante à l'intuition. Et on sait que l'intuition n'est pas bonne conseillère dans beaucoup de ces comportements-là. Et une intuition n'est pas une démonstration, n'est pas un fait. Donc, il y a besoin de travailler, de prendre en compte tous ces éléments-là avant de pouvoir parler d'algorithme. L'autre point qui est important, c'est que on a aujourd'hui, du point de vue plus éducatif, on se trouve face finalement à une massification, c'est-à-dire que l'information est massive, c'est-à-dire que la production d'informations dont nous sommes responsables, mais également qui est retransférée par les différents réseaux, elle est inépuisable. Et si je prends l'exemple de Facebook, par exemple, il y a une stratégie qui est assez simple, en fait. Vous avez publié l'information, on a, au niveau du contenu, il y a une analyse du contenu, qui est faite. Il y a des contenus qui ne passeront pas et là je vous invite évidemment à lire les conditions générales d'utilisation de Facebook et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Après, le post est montré à 1% des fans et puis en fonction des commentaires, il y a des scores qui sont affectés. D'accord ? Et donc ce qui fait que une fois que vous avez publié quelque chose, vous allez avoir des points pour les j'aime, pour les commentaires détaillés, vous avez le détail dans ces trucs-là. Et donc, si c'est une vidéo, combien de temps elle a été visionnée, etc. Et donc, il y a des scores qui sont publiés. Et en fonction du score, le post va être considéré comme plus ou moins important. Et donc, si le score est négatif ou est pas suffisamment élevé, ben, votre publication ne sera pas prise en compte par Facebook, donc ne sera pas poussée dans les fils d'actualité des individus. Est-ce que par hasard tu aurais préparé ta petite histoire du jour ? Ça tombe bien, je l'ai avec moi. Après avoir raconté l'histoire de Jack l'Éventreur, puis celle de l'incident de Magny, je vais vous parler aujourd'hui d'une théorie du complot. Il s'agit de l'affaire du Comet Ping Pong, plus connue sous le nom du Pizzagate.
La théorie conspirationniste du Pizzagate prétend qu'il existe un réseau de pédophilie autour de John Podesta. C'est l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton. Donc, par le biais de diverses interprétations et constructions, notamment en rapport avec une pizzeria et des courriers privés divulgués par Wikileaks. Les origines de la théorie sur Internet sont difficiles à déterminer. Une première publication sur Facebook aurait été faite le 29 octobre 2016. Un jour après l'annonce par le directeur du FBI de la réouverture de l'enquête sur l'utilisation d'un serveur email privé par Hillary Clinton lors de son mandat de secrétaire d'État des États-Unis. Des données du serveur avaient été retrouvées sur des appareils électroniques appartenant au politicien Weiner lors de l'enquête sur les messages à caractère sexuel qu'il avait envoyés à une fille de 15 ans. Et sur Facebook, la publication explique que sa source, entre guillemets, dans la police new-yorkaise a trouvé des emails détaillant les voyages faits par Weiner, Bill Clinton et Hillary Clinton à bord de l'avion de Jeffrey Epstein. Elle affirme également qu'Hillary Clinton a une prédilection bien documentée pour les filles mineures et qu'il s'agit d'un réseau international d'esclavagisme et d'abus sexuels d'enfants. Mais des messages qui semblent précurseurs sont retrouvés sur Internet, notamment sur le forum 4chan, où un compte, prétendant être un analyste et stratège de haut niveau du FBI, affirme en juillet 2016 que Bill et Hillary Clinton sont pédophiles, et que Hillary a des relations avec de jeunes filles enlevées. Plus tôt dans la journée du 29 octobre 2016, un message faisant un lien entre les emails d'Hillary Clinton et l'affaire Weiner avait été publié sur le forum anonyme, se décrivant comme un site d'expression libre pour les policiers new-yorkais, avant d'être partagé sur Facebook, puis sur Twitter. Donc la rumeur s'est ensuite propagée sur divers sites comme True Pundit, qui cite une nouvelle source anonyme dans la police new-yorkaise. Le 3 novembre 2016, plusieurs messages tirés des emails de John Podesta, donc l'ancien directeur de la campagne d'Hillary Clinton, publiés par Wikileaks, sont partagés sur le forum 4chan. Les messages ont pour objet l'organisation d'une levée de fonds pour financer la campagne d'Hillary Clinton et sont adressés à James Alefantis, le gérant de la pizzeria Comet Ping Pong. Le 7 novembre 2016, le hashtag Pizzagate apparaît sur Twitter. Avant de continuer, je tiens à préciser, si vous n'avez jamais entendu parler de cette théorie du complot, qu'elle est évidemment fausse. Cette théorie, elle a été rapidement sujette à la démystification, au débunkage de journalistes du New York Times, de Fox News, ou même des services de police du district de Columbia. Cependant, ils n'ont jamais réussi à mettre un terme à la propagation de ces fausses informations. Donc maintenant, on va voir les théories bancales sur lesquelles a été bâti ce complot qui fait pourtant toujours autant parler. Une correspondance par email de John Podesta qui a fuité a semé le trouble. Dans son échange qui paraît pourtant anodin, John Podesta mentionne plusieurs fois les mots pizza, fromage et pâte. Herbert Sandler, un agent immobilier, demande dans un message à John Podesta, intitulé Fromage: « Tu penses que je ferais mieux de jouer au domino sur du pizza, sur de la pâte, ou sur du fromage ?» Dans un autre mail, Tony Podesta, son frère, lui écrit « Marie n'est pas libre, tu aimerais avoir une pizza pour 1 heure ?» Un 4chaner, donc un utilisateur de 4chan pro-Trump, lit les nombreux messages et pense déchiffrer un code utilisé pour communiquer en toute discrétion. En effet, selon le bureau du procureur des États-Unis, Cheese Pizza, dont l'acronyme est CP, serait utilisé pour parler de child pornography. Pizza dessinerait une fille, domino pour domination, etc., etc. Mais ces emails ne sont pas les seuls éléments cités en soutien de la théorie. Cela fait des années que les Clinton sont accusés d'être mêlés à un trafic d'enfants, car Bill Clinton a fréquenté durant les années 2000 Jeffrey Epstein, un banquier milliardaire condamné dans une affaire de prostitution impliquant une mineure de 14 ans. Il y a également eu un quiproquo qui n'a pas aidé. Le 4 novembre 2016, Alex Jones déclare « Quand je pense à tous les enfants qu'Hillary Clinton a personnellement assassinés et hachés et violés, je n'ai aucune crainte de m'élever contre elle. » Il indique toutefois dans la phrase suivante qu'il ne fait pas référence à l'affaire, mais aux chrétiens morts avec son opération en Syrie. Il présente ses excuses plus tard, mais c'est trop tard. Les complotistes voyaient dans sa phrase une preuve supplémentaire du réseau pédophile. Toujours un peu plus loin dans la surinterprétation, des internautes découvrent dans un article d'un magazine que Tony Podesta, le frère de John Podesta, est un amateur des œuvres d'une peintre serbe dont un des thèmes est les enfants dans des situations scabreuses.
Un peu plus tard, en novembre 2016, un internaute redécouvre un tweet datant de 2011 d'un journaliste s'interrogeant déjà sur les liens entre John Podesta et les réseaux pédophiles. Cet élément pousse les internautes à se demander si ce journaliste, mort le 1er mars 2012 à 43 ans d'un arrêt cardiaque, n'aurait pas été assassiné pour avoir fait ces révélations. En effet, sa mort avait déjà suscité des théories en 2012, après que la révélation de la mort d'un technicien de la police scientifique de Los Angeles dans un possible empoisonnement à l'arsenic quelques semaines plus tard. Cette révélation avait été décrite comme liée à la mort du journaliste parce que, ayant lieu le même jour que la publication du rapport d'autopsie du journaliste. Le lien avait été réfuté et le technicien décédé ne s'étant pas occupé du tout de l'autopsie du journaliste selon les autorités. Même d'autres faits simples comme lorsque le cuisinier du Comet Ping Pong a posté sur Instagram une image avec un t-shirt juste j'aime l'enfant, ça a constitué pour certaines communautés de Reddit et de 4chan une preuve suffisante à l'appui de cette théorie du complot. L'affaire du Comet Ping Pong, le Pizzagate, est devenue internationale et a eu des retombées inimaginables. Le point culminant de cette campagne de fausses nouvelles, qui a dominé l'élection présidentielle de 2016, fut sûrement l'irruption armée d'Edgar Madison dans la pizzeria en décembre 2016, voulant découvrir la vérité. De nombreux médias occidentaux ont mis l'accent sur la rapidité avec laquelle cette théorie, pourtant déjà dénoncée par des enquêtes journalistiques multiples, a su se développer sur les réseaux sociaux. À travers cette affaire, on peut souligner l'emprise que peuvent avoir les constructions collectives sur le rapport qu'entretiennent les individus avec les faits et la vérité. Et ça, en fait, c'est une illustration parfaite du concept d'ère post-vérité, que je vais vous définir du coup tout de suite. C'est un néologisme qui est utilisé pour décrire l'évolution des interactions entre la politique et les médias du XXe siècle. L'ère de post-vérité désigne plus particulièrement une culture politique au sein de laquelle les leaders politiques orientent les débats vers l'émotion en utilisant abondamment des éléments de langage et en ignorant, ou en faisant mine d'ignorer, les faits et la nécessité d'y soumettre leur argumentation, et ceci à des fins électorales.